je m'appelle Caroline Bindel et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est la journaliste Karine Galli. Nous sommes amies depuis plusieurs années et je connais son attachement, son amour pour le Sud, d'où elle vient et où elle revient le plus souvent possible. Marseille est le berceau de sa famille et elle y a des souvenirs d'enfance très forts. La mer est sa ligne d'horizon, le bleu, sa couleur préférée. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Karine. Salut Caro. Alors je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, pour que les choses soient claires, il sera évidemment question de Marseille dans cet épisode. C'est le fil rouge de ce podcast. Mais que celles et ceux qui attendent une évocation de l'OM autrement que pour expliquer la genèse de ta passion pour le foot et ton job passent leur chemin. En effet, tu es aujourd'hui journaliste avant d'être supportrice et ton activité t'oblige à une certaine neutralité à cet égard. Oui, surtout que je suis plus du tout supportrice, j'ai grandi. Les années 90 sont loin derrière moi. Loin derrière toi, on va y revenir. Alors justement, venons-en au fait. Si je te dis Marseille, ça évoque quoi pour toi ? Avant tout, c'est ma famille. Ça n'a rien à voir avec l'OM avant tout, parce que mes deux parents sont marseillais, toute ma famille est marseillaise, ma maman a une très grande famille, donc on est de très nombreux cousins-cousines. Donc Marseille, c'est les réunions familiales, les anniversaires, les Noëls, les Nouvel An, des moments passés chez mes grands-parents des deux côtés, du côté de mon papa, du côté de ma maman. Donc c'est vraiment la famille, parce que nous vivions pas à Marseille, mes parents ont quitté Marseille pour le Var, mais quasiment un week-end sur deux, on prenait la route pour Marseille. Alors c'est quoi tes souvenirs d'enfance justement quand tu venais C'est Château-Gombert du côté des grands-parents paternels. Donc on était au milieu un petit peu de la nature, parce qu'à l'époque en plus Château-Gombert était quand même beaucoup moins construit qu'aujourd'hui. Donc c'était les écureuils dans les arbres, c'était les cigales, c'était les moments avec les grands-parents. Et puis du côté maternel, c'était mes grands-parents aussi, avec une grande maison où tout le monde se retrouvait à Montolivet. Et il y avait toujours forcément un cousin, une cousine, un oncle, une tante qui venait. Donc c'était toujours des réunions familiales pour des moments évidemment joyeux. Les moments aussi tristes, parce que quand tu retrouves la famille, il y a des bons comme des mauvais moments, mais tous les grands moments finalement de ma vie sont forcément liés à Marseille, parce que c'était l'endroit où on se retrouvait tous ensemble. Et vu que ma maman avait 8 frères et sœurs, c'était des réunions familiales énormes. Moi j'ai 24 cousins cousines, donc voilà. Ah ouais, d'accord. C'était des grands moments. C'était des grands moments, c'était 40, 50 personnes qui pouvaient se retrouver en même temps. Donc c'est que des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Et vraiment, pour moi, la famille, c'est forcément à plusieurs, beaucoup. C'est pas envisageable un dîner familial à 5 ou à 6 ou à 7. Moi, c'était toujours des grandes tablées et des moments géniaux avec nos cousins et nos cousines. Aujourd'hui, tu as encore de la famille à Marseille. Oui. Tu reviens régulièrement pour le travail, évidemment, mais aussi pour les voir encore. Oui, j'ai beaucoup de monde qui vit toujours à Marseille, en fait. Après, forcément, les cousins-cousines quittent Marseille, mais il y en a qui sont restés. Et puis, comme je te disais, ma maman avait 8 frères et sœurs, donc ils vivent encore tous, enfin ceux qui sont encore en vie, vivent toujours sur Marseille ou à côté, au Bagne, Cabriès et tout, donc c'est tout le même coin. Et puis, j'y vais pour voir aussi des amis comme toi. Oui. Et pour le travail, donc de toute façon ça tourne toujours autour de Marseille, parce que on n'a qu'une famille et forcément tout nous ramène à Marseille. Tu y reviens. Exactement. Alors Karine, tu es journaliste, ton domaine de prédilection pour le moment, c'est le foot. Y a-t-il eu un déclic dans ton enfance ou ton adolescence qui t'a orienté vers le journalisme et le journalisme sportif ? Oui, c'est l'OM, ça clairement. Moi je suis né en 85. Comme je t'ai expliqué, on est une grande famille et j'ai 2 cousines qui sont un petit peu plus âgées que moi, qui ont 4 et 6 ans de plus que moi, qui étaient des dingues de l'OM pour le coup. Elles m'ont vraiment transmis cette passion, et mes parents
parents sont marseillais, mais pas du tout amateurs de foot. C'est un milieu qu'ils connaissent pas du tout. Mais voilà, j'ai pris la passion de mes cousines et c'est devenu ma passion avec elles. Elles m'emmenaient à Lumini, à la commanderie, pour voir les joueurs à la fin des entraînements, etc. Ah, quand même, c'était qui du coup, tes idoles? Alors moi, j'adorais Chris Waddle, évidemment. De toute façon, 89-93, c'est les plus belles années de l'histoire de l'OM. Donc voilà, j'ai été toute petite, mais c'est ce qui m'a marqué parce que c'est l'âge d'or de l'OM. C'est quand j'ai commencé à suivre le foot. En 93, j'ai 8 ans. Donc voilà, il y a la finale, il y a des joueurs majeurs qui explosaient, les Fabien Barthez, les Deschamps, les De Sailly qui ont évidemment continué à grandir derrière, mais c'est des souvenirs géniaux, c'est les joueurs qui m'ont marqué quand j'étais petite. Puis après, il y a eu aussi la génération avec Christophe Dugarry. Mes cousines et moi étions fans de Dugas, donc on avait quelques soucis dans les virages parce que Dugas, c'est plutôt du gâchis dans les virages sud et nord, mais moi et mes cousines, on l'a toujours encouragé, j'adorais ce joueur, donc voilà, j'avais pas le droit d'aller au stade quand j'étais petite parce que voilà, mes parents connaissaient pas ce milieu. Et effectivement, quand tu connais pas ce milieu, ça peut faire peur. Voilà, t'as quand même une image qui peut être négative. Et puis il y avait la Coupe du Monde 98 avec les graves incidents, donc forcément ça peut ne pas encourager des parents à te dire ok, ma fille va au stade. Donc j'ai dû attendre le jubilé Papin, 30 mai 99. Là, t'as eu le droit d'aller au stade. Oui, donc mes cousines. C'est ton premier souvenir au stade, c'est celui-là. Exactement, et c'était magique parce que jubilé Papin, t'as tous les grands joueurs qui étaient présents, les joueurs de l'époque Papin, et t'avais aussi une sélection de France 98 qui était présente, et c'était génial. Mes cousines avaient dû expliquer, monnayer, débattre avec mes parents pour leur expliquer que c'était un jubilé, c'était pour fêter un immense joueur, donc Jean-Pierre Papin, qui avait pas de supporters adverses, pas de violence, pas de risque et tout. Et au final, on y allait toutes les trois avec mes cousines, on était en Jambois et c'était magique. Donc le déclic, il vient de là. C'est là, tu te dis, j'ai envie de bosser dans ce milieu, et tu empruntes la voie du journalisme. Oui, je me dis, en fait, je veux pas être juste une supportrice et une fan. J'ai été abonné au Vélodrome et tout avec des amis, parce qu'après mes parents ont quand même accepté que je finisse par aller au stade. J'avais un abonnement au Virage Nord, mais j'arrivais parfois à monnayer pour aller au Virage Sud avec mes cousines, parce que mes cousines elles étaient abonnées au Virage Sud. Donc voilà, et puis je me suis dit, j'ai pas envie d'être juste une fan, une consommatrice de foot. J'avais envie d'être une petite souris, en fait. J'avais envie de pouvoir rencontrer les acteurs du foot, j'avais envie de pouvoir rencontrer les joueurs qui m'avaient marqué, qui se racontent. Et c'est comme ça, après un long cheminement, après l'aide de proches de mes parents, que je me suis dit qu'en fait une école de journalisme ça pouvait me convenir, parce que j'étais quelqu'un de curieuse, que j'avais envie d'apprendre, que j'avais envie d'échanger, que j'avais envie de partage. Et donc finalement le journalisme me permettait de réunir pas mal de ces points de vue. Du coup, tu as vécu ton rêve. C'était mon rêve, exactement. C'était ton rêve et tu en as fait ton métier. Exactement, c'est ce que je disais au début. Mes premières années, c'était j'ai la chance de vivre de ma passion. Et ça, c'est extraordinaire parce que pas tout le monde a une passion, et pas tout le monde a une passion qui peut devenir un métier. Et moi, ça a été le cas, et mes premières années ont été à mes yeux les plus belles, parce que certains joueurs que j'ai appréciés, qui m'avaient marqué après quand j'étais ado, étaient encore en activité, donc forcément ça a une saveur particulière. Et puis tu te dis, tu vas sur des matchs, tu couvres des matchs, tu fais des live textes de matchs. Alors oui, au début ça a pas l'air passionnant, mais moi je me disais, mais attends, je suis derrière mon ordi en train de retranscrire un match et je suis payé pour faire ça, alors que c'est un match que je regarderais à la télé normalement. Et puis après tu commences à aller sur les stades. Après j'ai travaillé une saison à l'OM TV, c'était Didier Deschamps, l'entraîneur. Didier Deschamps, pour moi, ça représente énormément de choses. Donc, c'était le lien avec, justement, mon enfance. Moi, j'ai un rapport très important avec l'enfance, avec les souvenirs liés à l'enfance. Donc, c'était un beau trait d'union. Et j'ai eu la chance, après, de couvrir la Ligue 2, de découvrir des joueurs qui n'étaient pas encore médiatisés. Et j'ai quasiment rencontré tous les joueurs de France 98. J'ai même travaillé avec certains. C'est magique. L'OM 93, c'est pareil. J'ai des souvenirs avec des joueurs que j'ai adorés. Et c'est génial. J'ai pu rencontrer Chris Waddle. Bon, il n'était plus là en 93, mais 91, il était là. Et Chris Waddle, je l'ai rencontré par mon métier en Russie lors du Mondial 2018. C'était fabuleux. Donc là, tu rencontres ton idole. Voilà, je rencontre Chris Waddle. Plein de fois, j'ai essayé de le croiser parce que j'ai eu la chance de rencontrer son binôme à la BBC. Euro 2016,
ça se fait pas alors qu'on est sur les mêmes matchs. Une fois il rate un match parce qu'il est malade, après c'est l'Angleterre qui est éliminée, donc il suit plus l'équipe d'Angleterre parce qu'elle est sortie de l'Euro. Enfin, toute une série de quiproquos. Après je vais en Angleterre, je peux pas aller jusqu'à lui au stade, à sa position et tout, et j'ai toujours été en lien avec Oli, il s'appelle son binôme, et puis finalement à la Coupe du Monde 2018 je lui dis est-ce que Chris va suivre la Coupe du Monde 2018 avec toi et tout. Il me dit oui, bah viens à l'hôtel le rencontrer, et ça a été magique parce que voilà, Chris Waddle, la première fois que je l'ai vu en vrai, c'était lors du Jubilé Papin, donc sa carrière était finie, mais je le voyais en vrai, j'avais vu toutes ses cassettes vidéo, etc. Et Chris Waddle, c'était le foot que j'aime. Le foot que j'aime, justement, on y reviendra parce que ça a un peu évolué au fil des années, évidemment. Tu évolues dans ce milieu qui est très très masculin. Est-ce que ça a été difficile pour toi en tant que femme de t'imposer et d'avoir une certaine légitimité? Non, pas plus que ça. Moi, je pars toujours du principe que de toute façon, des personnes bienveillantes, des personnes qui t'apprennent, il y en a dans tous les corps de métier. Des abrutis et des personnes négatives, il y en a aussi dans toutes les branches. Donc voilà, moi, j'ai pas envie de m'attarder sur les aspects négatifs parce qu'il y en a, mais je pense comme tout le monde, en fait, tu demandes à n'importe quelle personne comment ça se passe dans sa société, dans la structure où elle évolue, et ben elle aura des points positifs et des points négatifs à mettre en avant. Nous, on focalise ça sur le journalisme. Je l'entends, il y a des choses graves qui se sont passées, mais moi, je sais que j'ai aussi appris auprès d'hommes, que j'ai été choisi par des hommes ou des femmes, mais je fais pas de différence en fait. Je pars du principe que le plus important, c'est que les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné une opportunité, soient satisfaits et soient contents de me l'avoir donné. Voilà. Après, la vie des gens, je m'en moque complètement. Moi, c'est la vie de mes parents. Mes parents, ils regardent ça d'un œil très lointain parce que c'est pas leur monde. Et c'est la vie de mes collègues. Voilà. Je suis là pour en fait essayer de réaliser mes rêves, essayer de faire du mieux que je peux, et surtout les gens qui m'ont fait confiance, j'ai envie qu'ils soient satisfaits de leur choix. Alors une question en lien ou pas, car ça concerne pas forcément ton parcours pro, ça peut aussi être perso, mais je voulais savoir si un jour tu as reçu un conseil qui t'a marqué et que tu pourrais partager. J'ai reçu une fois un conseil qui m'a dit le principal, c'est que tu crois absolument ce que tu dis. C'est-à-dire que peut-être que ton analyse, ton point de vue est erroné, mais si tu y crois à 200%, si tu mets la conviction, la force nécessaire, et ben forcément, ton argumentation, elle aura un poids autre. En fait, il faut que tu sois persuadé de ce que tu dis, et ce qui est quand même une évidence quand tu fais des débats. Mon point de vue, il n'est pas forcément juste, mais moi, si je le défends, c'est parce que je pense qu'il est juste, je pense qu'il est construit, qu'il est étayé, et qu'il mérite en tout cas d'être potentiellement débattu et étudié. La personne en face aura peut-être pas le même point de vue que moi, et je l'entends très bien, mais en tout cas, moi, il faut que je sois convaincu de la pertinence de ce que je vais dire, et que ce que je dis, c'est vrai. C'est peut-être pas vrai, mais moi, il faut que ça soit ma conviction personnelle. Et en fait, j'y repense souvent parce que la personne qui m'avait sorti cette phrase, finalement, a raison, parce qu'en fait, effectivement, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, la personne avec qui je débat a peut-être tort ou a peut-être raison, mais si tu es convaincu de ce que tu dis, il y a quand même un poids qui est plus important, forcément. Alors, on te sent quand même toujours très enthousiaste quand tu défends tes points de vue, justement. Ceux qui te suivent à l'écran le savent, tu lâches pas grand-chose. T'aimes bien finalement quand même gagner quand il y a des petits duels, parce que j'aime le débat, et c'est ça que j'ai aimé, et parce que évidemment que tu te nourris des autres, ça c'est une évidence, mais confronter ces points de vue, confronter les infos que tu as pu récupérer à droite à gauche, les points de vue d'autres personnes, et les donner à une tierce personne pour voir ce qu'elle en pense, c'est toujours intéressant. Donc j'adore le principe des débats, des duels. Je trouve que effectivement il y en a beaucoup trop aujourd'hui, parce que il y a parfois la recherche de la facilité, de la punchline et du buzz, et je m'inclus évidemment dedans, parce que à force de faire ça, ben ça devient ton quotidien, et parfois tu peux te perdre, mais le principe de débattre me plaît. Donc ça t'a pas lâché. En revanche, au fil des années, ce qui était ton rêve au début est devenu ton job, tout simplement. Et du coup, peut-être que tu ressens une certaine lassitude aujourd'hui. Comment tu pourrais expliquer ça? Ou est-ce que le fait d'être passé de l'autre côté et de toucher du doigt justement cet univers qui te fascinait tant que tu n'étais que spectatrice,
t'a un peu déçu? Comment tu dirais? Peut-être pas Alors, déçu, mais... évidemment, quand tu découvres certains aspects de l'intérieur, il y a des rêves de gosse qui se fracassent. C'est logique, c'est normal, parce que t'as une vision quand t'es enfant qui est pas forcément une vision très juste, mais que moi j'adore. Regarder quelque chose avec des yeux d'enfant et avec une certaine fraîcheur, c'est beau, mais c'est pas forcément la réalité. Et quand tu rencontres des acteurs du foot, que ça soit des entraîneurs, des joueurs, des directeurs sportifs, des présidents, des agents, ou tous les gens qui gravitent autour du monde du foot, évidemment, tu découvres que c'est pas un monde tout rose. Alors tu le sais parce qu'on te le dit, mais en fait, quand t'es confronté à ça, tu peux prendre parfois une petite claque. Et puis parce que forcément, moi j'ai grandi, j'ai 35 ans, et je te disais, il y a des joueurs qui m'ont marqué, il y a des joueurs que j'ai vus sur les terrains et que je suivais lorsque j'étais plus jeune et que j'avais encore un autre regard. Et à 35 ans, en fait, j'ai du mal à m'extasier sur un gamin de 19 ans ou de 20 ans parce que j'ai vieilli, je crois. Alors évidemment, il y a des joueurs qui me plaisent encore, et quand je vois un David Silva, il est en fin de carrière, mais quand je vois un David Silva sur un terrain, c'est toujours un régal. Ou quand je vois un Bernardo Silva, même s'il a la tête à l'envers depuis un moment, c'est des joueurs qui te procurent quelque chose, mais c'est pas la même chose, parce que ils ont pas de lien avec mon enfance, avec mon adolescence, avec des souvenirs que j'ai eus lorsque j'étais pas journaliste. Donc voilà, c'est ça finalement qui est dur. Et puis de toute façon, quand t'es confronté à ce métier, il y a forcément les excès des réseaux sociaux, les excès de soi-disant des supporters, et ça en fait ça te fait prendre énormément de recul. Enfin en tout cas moi c'est mon cas, oui bien sûr. Si ça s'arrêtait demain, si tu changeais de voie, si tu devenais journaliste, je sais pas, voyage au hasard. Quelle belle idée. Quelle bonne idée. Est-ce que tu resterais spectatrice du foot, tu penses? Il y a toujours des choses qui me touchent, forcément. C'est-à-dire que, par exemple, la Juventus cet été, ils ont confié leur équipe première à Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, c'est un joueur qui me parle, donc forcément j'ai envie de voir ce que ça donne. L'équipe de France, c'est Deschamps qui est sélectionneur, donc ça me parle. Peut-être que demain, Iker Casillas, gardien de but, va devenir entraîneur du Real Madrid. Enfin, je te dis n'importe quoi. Et ça me touchera. Et j'aurais envie de voir ce que sont devenus ces joueurs qui m'ont marqué enfant, mais je serai pas la même consommatrice, ça c'est sûr, parce que là aujourd'hui on consomme énormément de matchs, on voit des matchs aussi de piètre qualité parfois, c'est la réalité, et donc il n'y a pas la même saveur. Mais demain tu me dis tu peux aller à Anfield, évidemment avec les copes pleins et pas en période de Covid, j'y vais tout de suite parce que je suis jamais allé à Anfield et j'ai envie de voir le stade des Reds plein, donc voilà. Mais j'aurai une consommation autre, ça c'est sûr. Alors, on va en revenir au sud, à ton sud que tu aimes tant, que tu défends et que tu mets souvent à l'honneur sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Toi qui vis à Paris depuis pas mal d'années maintenant, qu'est-ce qui te manque du sud quand tu es là-bas? Tout. Déjà le sud, c'est la famille, c'est mes parents, c'est mes racines. Et pour moi, j'ai du mal à dire que je vis à Paris. Oui, j'exerce la majeure partie de mon temps à Paris, mais pour moi, chez moi, c'est toujours le sud. Quand je dis je rentre à la maison, je rentre dans le sud, chez moi, et c'est des couleurs, forcément, le bleu, le blanc. Alors tout le monde va me dire c'est les couleurs de l'OM, mais pour moi, c'est les plus belles couleurs, parce que le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, le blanc, c'est la pureté, le bleu et le blanc, je trouve ça magnifique, c'est des odeurs, c'est le jardin, c'est l'espace, parce que moi, j'ai toujours vécu avec de l'espace, et Paris c'est l'inverse, évidemment, c'est des petits logements, c'est le métro, voilà. Paris ça a plein d'avantages, mais moi je reste une fille du sud. Je suis la plus heureuse du monde d'avoir grandi dans un petit village, parce que moi j'ai grandi à Gassin, et t'as une insouciance incroyable, et t'as une qualité de vie qui est fabuleuse et que j'ai adoré. Depuis Paris et depuis un certain nombre d'années, tu l'as vu évoluer comment, Marseille? Alors, quand j'étais petite, je me souviens, et mon père, à chaque fois, il me dit ça, dès qu'il y a un problème au JT, c'est Marseille. T'es à peu près sûr, hein. Genre, un immeuble insalubre, Marseille. Trafic de drogue, Marseille. Augmentation des cambriolages, Marseille. Je caricature, mais il y avait quand même beaucoup de ça quand j'étais petite. Beaucoup, oui.
Et moi, j'adorais Jean-Pierre Foucault, parce que même s'il vit pas à Marseille, c'est un emblème et c'est un personnage qui représente Marseille, qui représente le Sud. Donc j'adorais à chaque fois, parce qu'en plus Jean-Pierre Foucault à l'époque était quand même très présent sur TF1, et à chaque fois que Jean-Pierre Foucault parlait, c'était pour donner une image positive de Marseille. Donc ça, j'aimais ça, et j'adorais Jean-Pierre Foucault, et ça m'énervait à chaque fois que on mette l'accent sur des choses négatives de Marseille. Mais maintenant, évidemment, j'ai plus le même regard, parce que déjà Marseille a beaucoup changé. Alors il y a toujours quand même beaucoup de reportages au JT où il y a un souci Marseille. Pas faux. Mais c'est une ville qui s'est quand même énormément ouverte au tourisme. Il y a énormément de touristes. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui en partent. Il y a aussi beaucoup d'excès. Donc voilà, à la fois quand tu dis que tu viens du Sud et que tes parents sont originaires de Marseille, il y a des gens qui te disent « Ah, c'est fabuleux, Marseille, j'ai passé un week-end de rêve. En l'espace d'une demi-heure, tu passes du centre-ville au Calanques. » Évidemment, tu vois ça dans très très peu d'endroits. Et à côté de ça, c'est une ville qui est pleine d'excès, qui est pleine de cris, de couleurs, etc. Donc c'est une ville, quand tu parles aux Marseillais qui y vivent, qui te dit qu'elle est épuisante parce que tu l'aimes, que t'es content d'y être, mais elle t'épuise au quotidien parce qu'il y a toute cette folie entre guillemets qui l'entoure, mais ça fait évidemment son charme. Donc voilà, après c'est toujours trouver une balance, un équilibre. Donc ton port d'attache, on l'a bien compris, ça reste le Sud. Il n'empêche qu'une de tes grandes passions, les voyages. Ça nous fait un point pas commun. Du coup, un petit souci avec l'avion. Voilà, léger, mais peut-être que ça va s'arranger. Ça aussi, donc on le découvre entre suivants, notamment sur Instagram. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que ça a l'air essentiel à ton bien-être. Là, je sais que tu en souffres un peu pendant cette période particulière. Mais j'adore ça. En fait, là, pour descendre à Nice, parce que j'étais sur un match à Monaco au début, j'ai pris l'avion et ça faisait quasiment un mois que j'avais pas pris l'avion et j'avais l'impression d'être perdu à l'aéroport. Alors que moi, l'aéroport, c'est un endroit que j'adore. J'adore aller devant le panneau où tu vois tous les départs et imaginer où j'irai. Bon, pourtant, je sais où je vais. Là, je partais à Nice, mais je vois, tu vois, Jakarta, New Delhi, Boston, New York, toutes les destinations. Ça me fait rêver. C'est-à-dire que juste de regarder ce panneau, je me crée un imaginaire incroyable, et moi, dès que j'ai la possibilité d'être off, d'avoir des jours, c'est consacré au voyage, et j'aime ça parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager, j'ai eu la chance de vivre pendant 10 mois en Australie, et ça m'est nécessaire, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que j'ai envie de pouvoir les découvrir au maximum. J'aurai pas le temps de tout découvrir évidemment, mais c'est un besoin de prendre l'avion, de prendre le train, de prendre la voiture et de me dire je vais aller découvrir un endroit que je connais pas et je vais me prendre une claque forcément. Et là, c'est sûr qu'avec le confinement, forcément, je peux pas voyager. Alors le dernier voyage qu'on a fait avec une copine, c'était janvier 2020 en Colombie. Je me dis mais qu'est-ce qu'on a eu raison de partir juste avant le confinement, parce que sinon ça ferait plus d'1 an où j'aurais pas pu faire un vrai grand voyage. Et c'est vrai que ma vie est quand même beaucoup rythmée avec cette idée de voyage, c'est-à-dire que soit j'ai un voyage en tête, donc ça me porte, ça me booste, soit je vis le voyage et évidemment c'est un bonheur, et une fois que le voyage est terminé, je me projette sur le suivant. Donc le voyage est forcément très présent dans ma vie. Donc à quand Karine Galli avec un petit sac à dos ou pas, qui emmènerait les téléspectateurs voyager, rêver? Tu en rêves? Ah, mais tous les samedis soirs je regarde Échappée belle, j'adore. Et à chaque fois que je regarde cette émission, je me dis mais quel bonheur. Je pense que ils sont plusieurs à présenter cette émission, ils doivent se régaler, parce que voyager, c'est pas forcément partir au bout du monde. Évidemment que j'aime l'aventure, mais voyager même en France, tu vois, samedi dernier, le Échappée belle était consacré à La Rochelle, je me suis régalé. Et c'est génial en fait, parce que tu découvres des spécialités, tu découvres des lieux, tu découvres des gens, et moi, devant la télé, mais je voyage. Alors je préfère voyager en vrai, mais là, mon samedi soir, au coin du feu, je suis royal. Et puis le match, je le fais en replay. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, écoute. Peut-être qu'un jour, tu te reconvertiras. J'aimerais tellement. Alors, tu suis fidèlement Cité Radieuse depuis le début, et je te remercie d'ailleurs d'être toujours là pour en parler autour de toi. Toujours parce que tu as eu une idée
une brillante idée bien avant que les podcasts soient finalement à la mode. Et toi, tu es une amoureuse de Marseille, tu n'es pas marseillaise, mais tu es une Marseillaise d'adoption, et tu as toujours voulu montrer un beau visage de Marseille et un autre visage de Marseille, et c'est bien. Et en plus, Cité radieuse, forcément, ça a plusieurs connotations, mais le côté radieux, c'est une vérité. Marseille, c'est une ville qui irradie d'une certaine façon. Qui peut être radieuse. Qui peut être radieuse, effectivement. C'est vrai. Donc, à titre perso, qui aimerais-tu entendre à mon micro ? On en profite, on lance un appel. Qui j'aimerais entendre à ton micro ? Je sais que tu l'as fait, mais il y a Jean-Pierre Foucault, que j'avais écouté, parce que c'est vrai que Jean-Pierre Foucault, voilà, c'était l'homme des médias qui donnait une belle image de Marseille quand j'étais petite, et j'appréciais ce qu'il laissait transparaître. Après, Chris Waddle. Bon, après, il parle encore un peu français, pas top, donc ça serait compliqué. Mais Chris Waddle ou, je te dirais, des personnes qui essayent tout simplement, en fait, d'œuvrer pour que Marseille reste belle, parce que c'est une très belle ville et il faut la préserver. Certains essayent de l'abîmer, mais beaucoup essayent de la préserver. Donc voilà, des gens qui au quotidien œuvrent pour que Marseille reste belle. Et ils sont nombreux. Alors aujourd'hui, quand tu viens, c'est principalement, donc on le disait, pour couvrir des matchs ou rejoindre ta famille. Donc c'est souvent un peu en coup de vent, mais y a-tu quand même des adresses fétiches à Marseille pour déjeuner, pour faire du shopping ou autre ? Alors, pour déjeuner, l'idée c'est forcément de voir la mer. Ça, c'est pas négociable. Moi, quand j'étais toute petite, avec mes grands-parents, on allait chez Jeannot, mais l'ancien chez Jeannot, au Vallon d'Off, là, où c'était fait un peu de briques et de broc. Donc maintenant, depuis, c'est devenu ultra tendance et ça a été tout refait. Mais j'aime toujours y aller parce que forcément, ça me rappelle mes grands-parents et nous, on y va aussi ensemble. Et ça montre aussi un certain Marseille, c'est-à-dire que chez Jeannot, il y a 25 ans, c'était pas du tout à la mode. Et maintenant, c'est un spot où, évidemment, où les Marseillais vont, mais tous les touristes, ils vont aussi... c'est un peu un incontournable. Chez Jeannot. Il y a chez Fonfon, parce que c'est la tradition. C'est une adresse historique, parce que c'est la bouillabaisse. Et puis, c'est aussi des souvenirs par rapport à mes parents. J'aime bien la baie des Singes, parce que voilà, le côté, tu dois un petit peu marcher, pas longtemps, hein, tu dois un petit peu marcher pour découvrir un petit paradis, j'adore. J'adore les goudes. Aller à Marseille et aller sur le Vieux-Port, à la Caravelle, si t'as la place et la table qu'il faut sur le balcon, t'es bien aussi. Donc, il y a plein d'endroits, mais il faut forcément voir la mer ou voir la Bonne Mer. Voilà. Quand tu viens, c'est pour ça. Voilà. Si tu peux voir le Vieux-Port, la Bonne Mer comme à la Caravelle, bon là, t'es vraiment là, t'es en place. Royal. Mais après, juste se balader sur la corniche et voir... En fait, la vie, c'est magnifique. Moi, de toute façon, voir la mer et voir du bleu, ça me comble. C'est pas compliqué, finalement. Hein. Non, c'est vrai, tu es simple à combler. N'est-ce pas ? J'espère que l'homme de ta vie en est conscient. De voir la mer, oui, il aime bien la mer aussi. Non, que tu es facile à combler. Bien sûr. Bah oui. Alors, pour finir, Karine, le traditionnel questionnaire de Cité radieuse. Alors, si Marseille était une image ? Volcanique. Si Marseille était une chanson ? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, ça marche ou pas ? Pas mal. Ça marche, ça ? Oui. Si Marseille était un film ? Ça sera pas très original, mais je dirais un Marcel Pagnol, parce que c'est des films qu'on regardait quand on était enfant et qui nous ramènent à Marseille, l'accent, donc plutôt La gloire de mon père, allez. Et ton expression marseillaise préférée ? Fada. Fada, tu l'utilises ? Oui, ça m'arrive. Ouais. Alors forcément, quand tu dis mais quel fada, ou c'est un fada celui-là, les gens ils tiquent un peu, mais parce que pour moi c'est pas une expression de 2020. Enfin tu vois, j'ai toujours entendu, parce que par exemple maintenant j'entends des expressions à Marseille et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est des expressions très 2020 ou 2019, enfin voilà, mais qui resteront pas forcément dans le temps, alors que en fait c'est un fada. Bon, ça, voilà. C'est marseillais, c'est intemporel. Ouais, c'est ça, c'est intemporel. Donc fada. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut te voir sur la chaîne L'Équipe et M6. Exactement. Et j'espère très prochainement sur une chaîne de voyage, d'évasion. L'appel est lancé. C'est magnifique. On part en voyage, je suis partante. C'est parti.
Et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité, de vos mots toujours bienveillants. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous, c'est important, ça compte. Merci beaucoup, à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.